Salut tout le monde, bienvenue à ce septième vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir, entre autres choses, le fonctionnement des rebelles. Ok, c'est à mon tour. La première chose, voyant maintenant que j'ai aucun rouleux historique ne viendra à ma rescousse, je décide officiellement à mon tour comme minor action, ça compte pas comme mon tour. J'assigne officiellement un certain Jeffrey qui prend la tête de Castillé. On n'ira pas chier loin avec ces statistiques, hélas. C'est un plan de transition en attendant d'avoir, encore là, je ne me rappelle pas si c'est Isabelle ou Ferdinand là, qui vont sortir obligatoirement là, au prochain round. Mais en attendant, on est pogné pour vivre avec Jeffrey. Heureusement, il a quelques conseillers pour l'aider un petit peu. Pour mon événement comme tel, ben, en fait, pour mon tour comme tel, je veux dire, je décide de prendre l'événement. Donc là, on a 3 joueurs sur 4 qui ont pris l'événement. Il y a juste l'anglais qui n'a pas pris le sien. En théorie, nous autres, sites, là, France, moi-même et l'Autriche, on pourrait passer n'importe quand. Puis on va le voir, mais quand vous passez, vous gardez vos cubes restants. Fait que des fois, ça peut être une stratégie de dire je passe tôt comme ça. En tout cas, on va le voir. Là, je ramasse plus de cash. Puis je vais être premier joueur. Mais anyway, pour l'instant, c'est pas ça que je fais. Je vais jouer l'événement Les Nobles demandent des privilèges. D'abord, et pour une dernière fois dans cette ronde-là, je viens crisser 2 autres pièces sur la dispute de succession, 2 pièces sur Charles le Bold. Donc on est rendu à 6 pièces sur cette carte-là ici. Moi-même, je ramasse les 2 pièces qu'il y a sur les nobles demandent des privilèges. Et rajouter ça dans mon treasury. Et qu'en est-il de cet event? Un bel event flavorful, honnêtement. Là. Alors, les nobles demandent des privilèges. Comment qu'on réagit par rapport à ça? Tout le monde doit choisir entre A et B en commençant par moi puis en tournant dans le sens de la table. Fait que vous avez le droit vous avez le choix entre finalement là, vous plier à leurs demandes. Puis là, à ce moment-là, vous perdez 3 de prestige. Ou vous colissez de leurs demandes. Puis à ce moment-là, vous ajoutez de l'unrest dans 2 de vos villes. Et moi, rappelez-vous que You, dans ce cas-là, c'est celui qui vient de jouer l'événement, fait que c'est moi. Je vais gagner un de prestige pour chaque joueur qui va choisir la même chose que moi, entre A et B. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Je choisis en premier. Fait que c'est pas un secret non plus, là. Puis après ça, le petit drapeau en bas à gauche, on va voir qu'est-ce que ça va faire. Ben, c'est utile d'en parler tout de suite parce que vous allez comprendre pourquoi ça influence le choix des gens, là. Mais le petit drapeau veut dire que dans le fond, tous les joueurs vont rouler un dé de rebelle pour chaque ville qu'ils ont en non-reste. Fait que c'est un pensez-y bien. Ceux qui prennent le choix B vont devoir se frotter à des dés de rebelles instantanément. Là. Fait que ça ajoute un petit peu de piquant à la chose. Étant donné que c'est moi qui ai fait l'événement, j'ai un autre petit avantage. Le joueur qui fait un événement qui a le petit drapeau en bas brasse maximum un dé pour ses rebelles. Fait que même si je décide de faire le choix d'ajouter 2 d'unrest, je sais que je vais rouler seulement un dé de rebelle plutôt que 2. Alors pour l'instant, c'est pas un gros avantage, mais vous pourriez avoir de l'unrest en crise. Vous pourriez avoir 8 d'unrest dans tout votre royaume, puis vous roulez seulement un dé quand vous prenez cet événement-là. Calvaire. Ça peut teinter en esti quel événement vous choisissez dans le tour. Fait que je pars le bal, j'ajoute de l'unrest officiellement à Burgos et à Madrid. J'ai pas l'intention que ça reste là à la fin du tour. Mon armée est là. C'est d'ailleurs recommandé d'ajouter de l'unrest quand vous pouvez à des endroits où vous avez du militaire. Là, ça l'aide à calmer les esprits un petit peu. Officiellement, j'aurais pu mettre le deuxième à Murcia, qui est une petite ville par rapport à Madrid. Là. Mais j'ai calculé mes affaires, puis il n'y a aucun scénario dans ma tête où ces 2 unrests-là demeurent à la fin du tour. C'est l'anglais qui choisit après moi, puis à ma relative surprise, mais en tout cas, il décide de prendre le -3 de prestige. Fait que le prestige peut aller dans le négatif dans ce jeu-là. Vous n'avez pas une passe gratuite parce que vous soquez puis vous êtes à 0. Fait que l'anglais présentement est à -3 de prestige. On met 3 piastres sur son truc. Faut qu'il dépile ça avant de commencer à bouger son marker par en haut. L'Autrichien, un homme de goût, ajoute de l'unrest à Osterreich et à Steiermark, ce qui me donne un de prestige. Parce qu'il a fait le même choix que moi. Puis le français bouffe le -3 de prestige, quant à lui.
Et là, on fait ce petit bout-là en commençant par moi, puis en tournant autour. Fait que là, l'unrest, ce symbole-là veut dire tous les joueurs lancent un dé pour chacune de leurs villes en unrest. Même si l'unrest avait été placé plus tôt dans la ronde pour d'autres raisons, les rebelles, on brasse toujours une fois, au moins une fois à la fin du tour, plus peut-être d'autres fois selon les événements qui sortent. Fait que moi, ayant joué la carte, je vais lancer juste un dé. L'anglais a rien en unrest, le français a rien en unrest, puis l'autrichien va lancer 2 dés. Fait que, qu'en est-il de ces dés de rebelles-là là, qui sont ici? Là, mais je vous amène dans le rulebook, ça va être plus clair. C'est un dé à 6 faces, custom. Il n'y a pas de face de pareil, c'est très excitant à brasser. Ben, c'est pas très excitant quand on... C'est très excitant quand les autres les brassent parce qu'on espère que ça va les faire chier. Là. Quand ces deux autres vont être un petit peu plus nerveux. Fait que commençons par les faces les plus faciles. Il y a une face blank qui n'a pas d'effet. La face quand vous brassez pour vous que vous souhaitez absolument pogner, c'est celle qui vous permet d'enlever un d'unrest. Fait que sinon seulement, dans le fond, il ne se passe rien de négatif, mais en plus, là, le soulèvement a été réprimé, ou les gens se sont calmés, d'autres façons de le voir. Cette face-là, vous perdez 2 piastres. Cette face-là, vous perdez un cube de votre choix. Cette face-là, on va y revenir parce que l'Autrichien l'a brassé, là, mais on appelle ça vous exhaustez du manpower. Là, vous avez de la main-d'œuvre militaire qui ne sera pas disponible. Puis, on peut le dire comme ça, la pire face sur le dé, dans beaucoup de scénarios, c'est la face de rébellion. Où là, si vous avez des unités dans l'area, vous perdez une de ces unités-là. C'est quand même relativement chiant. Mais plus chiant encore, si vous n'avez pas d'unité dans l'area, là, à ce moment-là, les rebelles s'excitent encore une coche de plus, puis vont prendre le contrôle d'une de vos villes. Parce que comme tel, tant que vos villes sont en unrest, ils comptent encore dans votre revenu, puis vous êtes encore considéré comme en ayant le contrôle. Mais à partir du moment là, où les rebelles commencent à s'installer, là, à ce moment-là, on vient mettre un petit cube à la place, dépendamment si c'est une petite ville ou une grosse ville, ça va nuire à votre revenu. Puis disons une fois qu'on a passé entre guillemets ce point de non-retour-là, la ville est pas mal plus dure à ramener que quand c'est un simple unrest. Là. Fait que là, ça va prendre l'implication du militaire et tout le kit. Là. Fait que c'est pas facile. Vous vous dites peut-être, hey, qu'est-ce que je fais s'il faut que je perde un cube puis j'ai plus de cube? Vous perdez 2 piastres à la place. Qu'est-ce que je fais s'il faut que j'exhauste une unité militaire puis tout le monde est déjà exhausted? Vous perdez 2 piastres. Fait qu'il n'y a pas de. Encore là, il n'y a pas vraiment de passe gratuite avec ça. Là. Il y a des faces intéressantes, là. Mais si vous pognez une face négative, vous ne pouvez pas vraiment vous en tirer. Puis si vous n'avez plus de fric, on va voir ça dans pas longtemps, mais il y a moyen d'emprunter dans ce jeu-là. Fait que moi, je lance un dé maximum parce que c'est moi qui ai joué l'événement. Puis croyez-moi sur parole, j'ai lancé le dé de perdre un cube. C'est assez chiant quand même. Fait que je vais perdre mon cube administratif. Je vais garder mon militaire justement pour écraser le soulèvement plus tard. L'Autrichien a lancé 2 dés, puis il a pogné 2 fois la face euh, d'exhauster du manpower. Comment ça marche d'exhauster du manpower? Ben, si vous avez des unités qui sont available, vous les prenez de là en priorité. Qui tombent exhausted. Je pense que vous auriez le choix d'y prendre dans vos armées, mais c'est rare. Habituellement, dans notre armée, on a payé pour recruter ces unités-là. Fait que, tandis que les available, ben, c'est juste du manpower théorique que vous n'avez pas encore mis à l'ouvrage. Fait que je pense que si vous vouliez être cheap, peut-être, vous pourriez enlever peut-être des unités de vos armées, là, mais 95% du temps, quand les gens pognent ce résultat-là et qu'ils ont du monde available, ils vont les exhauster de là. Par contre, si vous n'avez plus personne d'available, là, vous n'avez pas le choix de prendre des unités dans vos armées et de les coller à exhausted. Ça fait un petit peu plus mal à ce moment-là. Exhausted, pas la fin du monde, ne peuvent pas être recrutés, il y a moyen de les ramener. Puis à la fin du tour, le jeu est assez clément, là, il vous ramène, il rafraîchit automatiquement un certain nombre d'unités qui sont exhausted. Fait que voilà le topo, la prise de mon événement comme tel est terminée. C'est une mécanique très intéressante. Là, je trouve sont directement sur on va le dire de même, le sweet spot de, de l'unrest puis les rebelles. Ils appellent ça une annoyance en anglais, là, mais c'est une préoccupation. C'est de quoi de gossant. C'est pas majeur, mais c'est gossant.
Et c'est pas ça qui va scraper votre tour, c'est pas ça qui va tout changer ce que vous allez faire là, finalement avec vos actions. Là. Mais tu sais, avoir de l'unrest, là, c'est vraiment, comme on dit, une roche dans du soulier. Là. Tu sais, c'est comme, asti, c'est fatigant, le tabarnak. Faut que je m'occupe de ça, puis toute l'équipe. Fait que tu sais, je pense ils ont très bien dosé cette affaire-là. Tu sais, même des fois, vous allez avoir de l'unrest, puis il n'y aura pas de conséquences. Vous allez brasser des no-effects, vous allez brasser des remove unrest, asti, puis vous allez dire, haha, asti, je m'en sors bien. Euh, fait que, tu sais, comme dans la vraie vie, puis des fois, ça va s'envenimer, puis ça va dégénérer comme dans la vraie vie. Fait que ça, au niveau design, je trouve que c'est parfait la façon qu'ils ont modelé cette affaire-là. Puis en plus, c'est excitant parce que c'est des fucking dés. Fait que c'est important aussi, dernière petite affaire, peut-être par rapport à ça, vous regroupez toujours, vous brassez toujours vos dés d'unrest par area. Fait que si j'avais eu un autre unrest ici, par exemple, puis oublié l'événement, là, admettons qu'il avait fallu que je brasse toutes mes dés d'unrest, ben, aurait fallu que je cale, par exemple, bon, ben là, je brasse les 2 dés de Castillé, puis après ça, je brasse un dé de Léon, parce qu'il y a certains résultats, comme on a vu Rébellion, où c'est important de savoir où est-ce que vous avez roulé le dé, où est-ce que la rébellion se passe. Par contre, si même si j'ai 2 ou 3 dés à Castillé, puis je pogne le résultat rébellion, je peux attendre de voir les résultats. Tu sais, je brasse pas un dé par province. Je dis pas ça c'est le dé de Burgos, ça c'est le dé de Madrid. Si j'avais à brasser 3 dés pour Castillé, je brasse 3 dés pour Castillé, puis après ça, je m'arrange avec les résultats. All right. L'anglais maintenant. Calvaire. Tout de suite en partant dans son log, il dit là, ça va coûter cher. Là, on est là, Chris, qu'est-ce qu'il va faire? Si bon. Fait que d'abord, c'est une minor action de faire ça. Il paye un cube militaire, c'est quand même cher payé, pour ramener une unité exhausted available. Fait que quand vous payez un cube militaire, vous pouvez ramener jusqu'à 3 unités exhausted available. Fait que là, calvaire, payer un cube pour en ramener juste une, c'est quand même spécial quand on ne connaît pas le reste, puis quand on connaît pas ce qui va se passer. Là. Euh, tu sais, à première vue, on a l'impression, Chris, il y a en masse de monde available. Y a-tu vraiment besoin de dépenser un cube pour aller chercher la 7e unité qui était exhausted à l'origine? On va voir pourquoi, mais la réponse c'est oui. Son action régulière, il paye un cube militaire encore une fois, cette fois pour faire du recrutement. Puis attachez votre truc, là, il nous met sa commande dans le log, tabarnak. Il achète 2 heavy ships à 10 piastres chaque. Donc ça, c'est 20 piastres. Un light ship à 4 piastres. Et 7 infanteries à 2 piastres chaque pour 14 piastres. Total, 38 piastres de dépenses. J'ai jamais vu ça dans ma courte carrière de joueur d'Europa Universalis. Alors, pour être. Là, vous allez dire, mais Marco, il n'y a pas assez de frais, qu'est-ce qu'il y a quoi, 20 cucs, là? Il y a 25 ici. Ben, rappelez-vous, quand je vous parlais d'emprunter, là, fait qu'on peut emprunter consciemment dans ce jeu-là. Fait que quand on emprunte, on prend un jeton comme de prêt. Ça nous donne 5 piastres. Puis là, vous aurez deviné le bienvenu dans le monde des affaires. Mais rembourser votre prêt, vous pouvez faire ça comme action mineure, mais ça va vous coûter 6 piastres, alors qu'il vous a donné juste 5 piastres quand vous l'avez pris. Et chaque prêt que vous avez à la fin du tour vous coûte une pièce en intérêt. Fait que, c'est quelque chose à faire en désespoir de cause. Mais qu'à cela ne tienne, style anglais prend pas un, pas deux, il prend 3 prêts, 15 piastres. Et là, avec ça, il y a assez de fric pour tout payer. Et puis il va y rester, je pense, 2 piastres. Il reste 2 piastres à la fin. Toutes ces unités available s'en vont comme infanterie dans sa première armée. Il se met 2 bateaux, 2 heavy ships. Fait que, bon, les light ships, c'est un peu comme l'infanterie. Vous pouvez les avoir directement, d'ailleurs, il va en rajouter un, c'est ça. Les light ships, vous pouvez les avoir directement sur la map, mais pour avoir, on va appeler ça des bateaux spécialisés. Là. Vous devez vous créer ce que le jeu appelle une flotte, qui est un peu l'équivalent d'une armée, mais sur mer. Puis là, à ce moment-là, vous allez mettre les mêmes petites pièces de bateaux, mais vous allez les colisser dépendamment si vous achetez des heavy ships ou des galleys. Fait que lui, il a créé sa flotte dans l'English Channel, la voici. Si on veut savoir qu'est-ce qu'elle contient, on se réfère à son player board, elle contient 2 heavy ships. C'est le même principe que pour les cavaleries et les artilleries qui ne peuvent pas exister tout seuls par eux-mêmes sur la map, doivent absolument être dans une armée. Puis c'est pas banal, là, cette limitation-là. Vous êtes limité à 3 armées et une seule flotte.
même les puissants Anglais, là, au niveau maritime, sont limités à une seule flotte qui ne peut donc être qu'à un seul endroit à la fois. Puis les heavy ships, on en reparlera, mais qu'on parle des combats, ben tabarnak, ça ne fait qu'une bouchée des light ships puis des galleys. Ils font un hit automatique puis ils ont comme l'équivalent de 2 points de vie, là. Et si boire. En tout cas, l'anglais vient un peu comme historiquement d'établir sa suprématie maritime en crise avec ça. Mais une question demeure, me direz-vous. Pourquoi tabarnak? Qu'est-ce qu'il a mangé? As-tu, comme on dit en bon québécois, y a-tu mangé de la vache enragée pour faire un esti d'action de même? Quelle mobilisation incroyable! Là, on se dit, quelqu'un d'extérieur qui connaît pas trop le jeu se dit, My God, il est vraiment là, il vient de se commettre dans sa guerre avec la France, puis il veut en découdre, puis il veut en finir. Peut-être, mais la véritable raison est ici. L'Anglais va compléter non pas une, mais deux missions. Alors, c'est ce qu'il indique. L'Anglais a une mission de base qui s'appelle, c'est le cas de le dire, Levons les troupes, Levy the Troops, qui demande à ce que tout son manpower soit déployé. C'est pour ça que son petit calice de bonhomme qui était dans Exhausted, il tenait absolument à le ramener dans Available, parce que pour rencontrer cette condition-là, 100% de son manpower doit être déployé. Alors, c'est pour ça qu'il a payé un cube, probablement bien malgré lui. Ça l'a probablement fait chier en crise que le français, parce que l'unité qui était exhausted ici, là, rappelez-vous, était morte à cause de l'épidémie. Fait qu'une unité qui crève s'en va aussi dans exhausted. Il faut éventuellement la ramener comme available. Fait que quand il a vu que le français a pris l'épidémie puis il a pété une unité, il savait déjà l'anglais qu'il allait avoir à dépenser un cube de plus pour être capable de faire sa mission. Là, même principe, c'est pas payant. Vous allez dire, My God, Marco, il a tout fait ça, pour un point de prestige. Pas juste pour ça, c'est parce que cette mission-là est un tremplin vers une autre mission. Tant que vous ne la faites pas, vous n'avez pas accès aux autres missions qui ont celle-là comme prérequis, qui, elles, sont plus payantes. Quand même, il y a un autre petit bonus, puis il va choisir de gagner un claim en Irlande, puis un claim en Écosse. Fait que là, il est prêt en esti à, spoiler, l'Anglais a une autre mission là, de reprendre le contrôle de toute de son île, d'abord et avant tout, et de l'île qui est à côté ici. Fait que là, il est bien placé, ça le place dans une hostie de bonne position pour faire ça. Comme tel, il n'y a pas besoin de claim pour déclarer la guerre à l'Écosse parce que c'est un allié actif de la France avec qui il est en guerre, mais on va le voir, le claim va l'aider à dépoussiérer les provinces une fois qu'il va les avoir conquises. Parce que là, on se doutera aussi que c'est des milliers d'infanterie qu'il a recrutés ne sont pas là pour se tourner les pouces. C'est probablement qu'ils vont en profiter pour faire de quoi d'intéressant. Avec eux autres, il ne faut pas être un grand devin pour savoir ça. Fait que il gagne un de prestige. À noter que il a-tu fait? Pas encore. Fait il enlève une pièce sur son esti de jeton de prestige qui est encore dans. Fait que là, il est à -2. Il est dans le négatif. Son jeton de prestige. Fait que, OK, parfait, on voit ça, puis on dirait qu'on comprend un peu plus, mais on dit, mais le 20$ des Heavy Ships, pourquoi? Ben, c'est là qu'il nous annonce dans le log. Je complète aussi une deuxième mission qui s'appelle The Admiralty, puis qui consiste à avoir 2 Heavy Ships ou plus et 4 Light Ships ou plus. C'est son cas, il a 2 Heavy Ships pile, il a 4 Light Ships pile. Ça lui donne encore là un de prestige, donc il tombe à -1. Puis comme effet, ça c'est quand même intéressant, ça lui donne 2 cubes diplomatiques. Puis ça lui permet d'appointer un advisor ou un amiral gratuitement de sa main. Fait qu'il va en profiter, il va faire ça avec un advisor. Bon, c'est pas un advisor Albert, c'est pas nécessairement le plus flamboyant. Là. Il aurait coûté juste une pièce à signer, mais quand même, il a sauvé une pièce. Vous allez me dire que ça lui a coûté 38 pièces pour sauver une pièce. Mais bon, on prend ce qui passe, puis ça aussi, je répète, c'est un tremplin vers d'autres missions plus payantes. Fait qu'à un moment donné, il faut comme avaler la pilule, puis décider d'y aller. Là. Fait que ces deux missions-là sont complétées. Il gagne un autre prestige, on en a déjà parlé, puis voilà, c'est terminé. À noter qu'il ne peut pas avoir de nouvelles missions tout de suite. Fait que là, on sait que l'anglais ne fera plus de missions du reste de la round, se renflouer en mission. On fait ça uniquement à la fin du tour ou au début du tour, je ne me rappelle pas, là, mais pour l'instant, il a terminé, lui, en ce qui concerne les missions.
Fait que voilà, fait qu'on a vu d'autres petites gugus ici, là, les rebelles et quoi d'autre. Au niveau de notre playthrough, tu sais, bon, mon événement, on peut être déçu qu'il n'y ait pas plus de joueurs que ça qui aient pris le même choix que moi pour me donner plus de prestige, mais il ne faut pas oublier que le français puis l'anglais, en choisissant de perdre 3 de prestige, dans les faits, après avoir joué mon événement, une façon de le voir, c'est que j'avais un de prestige, j'ai gagné un de prestige par rapport à l'Autriche. J'ai gagné 4 de prestige par rapport aux Français. Parce que moi, au final, je suis monté à 3, à 2, c'est-à-dire, puis eux autres sont descendus à -3. Puis même affaire, j'ai gagné 4 de prestige par rapport à l'anglais. Fait que le petit événement, il y a des nobles qui demandent des privilèges, là, même si dans les faits, ça va pas l'air si vergeux que ça. Au niveau prestige, là, dans le fond, le prestige, l'important, c'est le delta avec vos adversaires. C'est pas une course pour atteindre une certaine quantité de prestige. C'est une course avec vos adversaires. Vous pourriez gagner la game 10 à 9 à 8 à 7, puis ça serait aussi bon que de la gagner à 102 par rapport à 98, puis tout le kit. Fait qu'on mesure toujours le prestige relativement avec nos adversaires dans un jeu de même. Fait que voilà, qu'est-ce qui nous attend dans le prochain vidéo aussi, toutes sortes d'affaires en fait. Dans le prochain vidéo, assurément, je vous donne un spoiler, l'invasion de l'Écosse par l'anglais et donc notre première initiation aux mécaniques de combat, quand même assez excitant dans ce jeu-là. Fait que manquez pas la suite, à plus.